prends le relais pour parler de la thématique qui vous a fait venir avec nous sur votre heure de déjeuner, à savoir les frais déductibles. C'est souvent une question clé dans l'optimisation de sa société pour essayer de maximiser les revenus. Si on ne prend pas du salaire ou des dividendes, on peut se rembourser des frais. Donc là, l'objectif, ça va être de faire une passe sur les différents frais, notamment les frais mixtes, les frais pro-perso, qui sont bien regardés par l'administration fiscale. Donc, redonner le contexte, les règles à suivre pour rester dans la légalité, tout en essayant de maximiser les déductions sur son chiffre d'affaires. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous soumettre un petit sondage pour comprendre dans quel format juridique vous êtes actuellement. Alors, pourquoi ce sondage? Tout simplement parce que la question des frais déductibles concerne normalement les formats société ou entreprise individuelle au réel. Ce sont des formats où on peut déduire ses dépenses de son chiffre d'affaires. Par contre, si vous êtes en format micro-entreprise, vous n'avez pas la possibilité de déduire vos frais. Donc normalement, cette problématique ne vous concerne pas pour l'instant, même si, voilà, si vous êtes dans une optique de changement de format, ça peut être intéressant pour vous, même en étant en micro, de comprendre quels frais vous pourriez déduire pour, pour maximiser vos revenus, pardon, et baisser votre base imposable. Donc pour l'instant, pas de micro-entreprise. C'est très bien, vous vous êtes pas trompé dans l'inscription du webinaire. Donc oui, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un onglet spécifique sondage, où vous pouvez retrouver le sondage que je viens de poser. D'ailleurs, tant qu'on y est sur les différentes possibilités, donc Florian en a parlé en intro, mais pour rappel, vous avez un onglet chat où vous allez pouvoir échanger entre vous, mais sur les différentes questions, on va vous demander de passer par l'onglet questions. En fait, ça nous permet d'y voir plus clair sur les questions que vous posez, au fur et à mesure de la présentation, si on est ric-rac niveau temps à la fin, il y a un système où vous pouvez voter pour les questions qui sont déjà posées. Donc, on va comme ça prioriser en fonction du nombre de votes. Voilà, et des questions qui paraissent les plus pertinentes pour l'ensemble de l'auditoire. Donc, avant de commencer, petit rappel sur Number. Donc, on est partenaire de Colibi depuis presque 9 ans, je pense. Ça fait très très longtemps qu'on collabore ensemble. On est maintenant un cabinet d'expertise comptable présent dans 11 villes, même un peu plus, puisqu'on a ouvert récemment des bureaux à Rennes. On va ouvrir Grenoble d'ici la fin de l'année. Donc, on a un vrai réseau d'expertise comptable de proximité avec des bureaux en présentiel et des conseillers number pour vous accompagner. Et donc, notre modèle, c'est voilà, d'accompagner notamment les consultants indépendants. On a une grosse majorité de nos clients qui sont dans ces domaines d'expertise-là. On accompagne sur la création de sociétés, mais aussi sur l'accompagnement tout au long de l'année, du conseil sur les différents sujets de gestion d'entreprise qu'un dirigeant peut avoir. Donc, la problématique des frais fait partie des conseils qu'on peut donner. Il y a aussi comment je me rémunère, salaire, dividende, la protection sociale du dirigeant, comment j'investis mon argent aussi avec des gestionnaires de patrimoine au sein des équipes capables de mener des missions de gestion de pattes. Donc voilà, on a un cabinet qui se veut proche de nos clients, mais aussi à la pointe des différents conseils qu'on peut apporter à un dirigeant d'entreprise et pas juste du conseil lié à la gestion de l'entreprise, mais aussi lié à la vie du dirigeant, à ses placements en trésorerie et à sa protection sociale. Donc ceci étant dit, voilà, on pourra en parler un peu plus en longueur sur la fin de la présentation. Mais voilà pour le programme. Donc en gros, on va dans un premier temps donner le principe général de ce qu'est un frais déductible et ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail frais par frais. Donc en commençant par les repas, les frais de resto, les déplacements, les frais liés au siège social, les cadeaux clients, les CESU préfinancés. Et on se gardera un gros temps de questions-réponses. Donc sur les grands principes, qu'est-ce qui fait qu'un frais est déductible
ou non. En gros, il y a 3 notions à avoir en tête. Première notion, c'est une notion, une condition plutôt de forme. En fait, il va falloir garder le justificatif, garder la facture. Si on ne peut pas justifier d'un frais qu'on aurait déduit, dans ce cas-là, il est redressable par l'administration fiscale. Donc il faut, condition de forme, garder le justificatif. Alors, dans la sauvegarde du justif, pour ceux qui sont clients Number, peut-être, vous utilisez Time, qui est un outil de gestion, hem, hyper pratique puisque en prenant en photo le justificatif, vous lui donnez une valeur probante. Donc même si vous perdez le justif papier, la photo fera foi en cas de contrôle fiscal. Bah, attention, c'est valeur probante parce que vous le faites depuis Time. Si vous prenez juste une photo depuis votre téléphone portable, la photo, voilà, sans passer par l'application, n'aura pas, ne fera pas office de preuve. Donc voilà, point de vigilance malgré tout. Mais donc condition de forme, garder les justifs. Le justif, il doit être, si c'est une facture, si on n'est pas sur juste un ticket de restaurant avec la TVA, mais sinon il doit être au nom de la société, c'est hyper important. Ensuite, condition de fond, il faut que la dépense soit engendrée dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt présent ou futur. Par exemple, vous invitez un potentiel client à déjeuner, bah, il reste potentiel le client, donc c'est un investissement, futur. Donc l'intérêt, il est pas pour de suite, il est pour, des missions, un peu plus loin dans le temps. Donc ça va être aussi regardé par l'administration fiscale, l'intérêt de la dépense dans le cadre de votre activité. Et dernière condition, c'est une condition de cohérence. En fait, il va pas falloir générer des frais, dont la valeur serait disproportionnée par rapport, aux conditions financières de votre activité. Donc, par exemple, si je décide de faire un cadeau client, d'une valeur de 20 000 € pour un client qui me ramène, 25 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. On voit que, le cadeau, il est pratiquement, de la même valeur que le chiffre d'affaires apporté. Donc voilà, là, ce sera disproportionné et l'administration fiscale peut vous retoquer cette dépense-là, pensant que, ouais, il y a autre chose qu'un simple cadeau client derrière, un cadeau de cette valeur. Donc voilà pour les grands principes. Alors, j'en profite, question de Stéphane. Si on perd la facture, faut-il rembourser la dépense? Alors, si on perd la facture et qu'on est dans l'incapacité de justifier la dépense, oui, 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 c'est préférable. Après, c'est un choix à faire en fonction, de la nature de la dépense et du montant de la dépense. Si c'est une dépense, d'une faible valeur, peut-être que, voilà, on pas besoin de repasser sur cette dépense-là pour, rembourser la société. Alors question de Thierry, on aura un point spécifique pour les repas, mais non, on peut pas juste passer un montant forfaitaire pour les repas, qu'on voudrait faire prendre en charge par la société. Il faut prendre en charge repas par repas, donc il faut des justificatifs à chaque fois. Donc en synthèse, difficile d'être plus synthétique que ce que j'ai pu vous dire, mais bon, on va enfoncer le clou. Donc pas mélanger intérêt personnel et intérêt professionnel. Donc là, c'est la condition de fond, que la dépense soit engagée dans l'intérêt de la société. 2e point, condition de forme, garder le justificatif. 3e point, qu'on n'a pas évoqué, la dépense, si elle est professionnelle, qu'importe si vous l'avez payée depuis votre compte perso ou depuis le compte de la société, on va pouvoir la déduire, du chiffre d'affaires. Si, vous l'avez payé depuis votre compte perso, on passera une note de frais pour pouvoir, l'intégrer dans la comptabilité. Mais voilà, il n'y a pas d'incidence fiscale,
dans le compte bancaire utilisé, les moyens de paiement utilisés pour le paiement de la dépense professionnelle. Si c'est une dépense professionnelle, on peut la déduire, même si elle est payée depuis votre compte perso. Donc voilà pour les grands principes. Maintenant, on va commencer d'aller dans le détail et on va commencer par les repas et les restaurants. Alors, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes sur un repas avec des invités, un repas client ou un repas avec des prospects. Dans ce cas, là, il n'y a pas de limite donnée par l'administration fiscale. Voilà, il faut se référer aux 3 conditions, donc bien faire attention que ça soit en cohérence avec les moyens et l'intérêt de votre société. Mais voilà, il y a pas de limite en tant que telle de dépenses. Donc ça, c'est un premier point. Également, quand on est sur un repas avec des invités, la TVA sera récupérable. C'est vrai que c'est une notion qu'on n'a pas évoquée en intro, mais dans la problématique de déduction de la dépense, en fait, il y a une double problématique. Il y a la problématique de déduction par rapport au chiffre d'affaires, donc pour baisser la base imposable, et il y a aussi la problématique de déduction de la TVA, pour avoir moins de TVA à reverser à l'administration. Et on se rendra compte à travers les exemples que parfois, on peut déduire la dépense, mais on ne peut pas récupérer la TVA. Et donc, en l'occurrence, pour les repas avec invités, on peut faire les deux. On peut déduire la dépense et récupérer la TVA. Donc, pas trop de subtilité sur les repas. En termes de justificatif, je rebondis sur une des questions. Si on invite un client ou un prospect, il faut le nom du client ou du prospect sur le justificatif. Parce qu'en cas de contrôle fiscal, en fait, le contrôleur peut très bien vous demander dans quel contexte le repas a été offert. Et donc, voilà, au moins c'est carré, vous avez le nom du client ou du prospect à lui donner et vous ne risquez pas à vous faire redresser sur la dépense. Donc, autre cas de figure, vous êtes sur un repas seul, voilà, le repas du dirigeant. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus cadré par l'administration fiscale et par l'URSSAF surtout, puisqu'il y a des règles qui vont s'appliquer. En fait, sur les repas avec les repas seuls du dirigeant, pardon, on ne va pas pouvoir déduire l'intégralité du repas. On va pouvoir déduire dans la limite de 21,10 € du repas, moins une valeur forfaitaire de 5,45 €. Cette valeur forfaitaire étant considérée comme le montant que vous auriez dû payer, quoi qu'il arrive, pour régler votre repas. Donc, ce n'est pas à la société de le faire prendre en charge. Donc au final, qu'est-ce que la société va pouvoir déduire sur un repas? Et au maximum, sur les repas extérieurs du dirigeant, quand il est seul et dans le cadre de ses missions, le montant va être de 15,65 €. Donc 21,10 € de limite, moins les 5,45 € de valeur forfaitaire. Ensuite, quand est-ce que la société va pouvoir prendre en charge le repas du dirigeant seul? Il faut que le dirigeant soit à plus d'un quart d'heure de chez lui. S'il est à moins d'un quart d'heure, pour l'URSSAF, en fait, le dirigeant pourrait très bien revenir chez lui pour manger et repartir derrière. Donc c'est pas à sa société de payer un repas s'il pouvait le prendre chez lui. Voilà la logique derrière. Et dernier point sur la TVA, donc concernant les repas seuls du dirigeant, la TVA n'est pas censée être récupérée. Donc 3 points à retenir concernant les repas. Donc la première, c'est une maxime presque, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc là, en fait, c'est, pour expliquer que, le montant du poste restaurant doit rester cohérent et il ne faut pas se dire, «C'est j'ai ma société, c'est bon, elle peut prendre en charge» et du coup, avoir des montants de resto, hyper élevés. Il faut que ça reste dans la cohérence
de l'activité, du chiffre d'affaires que vous arrivez à générer. 2e point, les repas sont autorisés si professionnels, que ce soit des déplacements ou que ce soit avec des clients ou des prospects. Si c'est le repas du dirigeant seul, attention à la limite de temps pour pouvoir rentrer chez soi, au plafond, donc en gros de 15,45 €, voilà, par repas maximum. Alors que dernier point, si vous invitez, des partenaires ou des clients, voilà, le repas est déplafonné, on n'a pas cette limite de 15,45 €. Donc, question de Christophe sur la question des repas. Quand je mange chez mon client, je déjeune avec mon équipe. Est-ce bien considéré comme repas non seul? Pas de forfait et TVA déclaré? Oui, là, si vous êtes chez le client, c'est considéré, même si vous êtes entouré de vos collègues, c'est considéré comme, le repas, seul du dirigeant. Donc, il y a le plafond qu'on a pu voir et la question sur la TVA. Concernant maintenant les déplacements et la question du véhicule. Donc concernant les frais de déplacement. Alors les frais de déplacement sont déductibles, encore une fois, s'ils sont faits dans l'intérêt de la société et qu'importe le mode de déplacement. Donc même le tchouk-tchouk pourrait passer, voilà, si, le déplacement, a un intérêt professionnel. Dans cette même logique de frais de déplacement, on considère les péages et parkings aussi comme des frais de déplacement et donc c'est déductible. Après concernant la problématique de la TVA ne sera pas récupérable, pour les frais de transport. Donc voilà, qu'on a listés, que ce soit le taxi, l'avion, le métro, on ne pourra pas récupérer de TVA sur ce type de dépenses. Par contre, petite subtilité, pour les dépenses de péage et de parking, là, on peut récupérer la TVA. Ensuite, l'épineuse question du véhicule. C'est souvent une question que nous posent nos clients. Je dois me racheter un véhicule. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de l'acheter en perso ou est-ce que c'est plus intéressant de le passer sur ma société? Donc on va essayer de voir les éléments pour répondre à cette question-là. Donc première situation, vous décidez de l'acheter en perso ou alors vous avez déjà un véhicule perso que vous utilisez pour vos déplacements professionnels. Donc dans ce cadre, la société va pouvoir vous rembourser sous forme d'indemnité kilométrique. Alors les indemnités kilométriques, c'est un barème qui nous est donné par l'administration fiscale. Hem, alors je croyais avoir mis le lien. Hop, moi je vais vous retrouver le lien. Parce que bon, je vais pas vous donner tout le barème en détail et ça pourrait durer un petit moment. Mais en gros, la logique, c'est plus un véhicule pollue, moins on sera remboursé, voilà et plus on fait de kilomètres et plus le barème est intéressant aussi. Donc je vais vous trouver ça, hop, et je vais vous le partager directement dans le chat. Barème, indemnité kilométrique, parfait. Hop là, le voici. Donc voilà le système, si vous cliquez sur le lien, il est assez simple. On multiplie le nombre de kilomètres réalisés par le coefficient donné par l'administration fiscale. Hem et donc forcément, il faut être assez carré quand on fait des indemnités kilométriques pour suivre le détail de ces trajets et le calcul du nombre total de kilomètres parcourus.
Alors, je vais encore reparler de Time, parce que c'est l'outil qu'on utilise avec nos clients. Sur Time, vous avez un module spécifique pour suivre vos indemnités kilométriques. Donc, vous allez pouvoir renseigner tous vos trajets et via Google Maps, en renseignant l'adresse d'arrivée et de départ, on calcule le nombre de kilomètres. Et ainsi, on a voilà, un listing précis, trajet par trajet. Et donc, en cas de contrôle fiscal, voilà, on est tellement précis que l'administration fiscale ne peut rien redresser sur la dépense. Donc, voilà pour la partie indemnité kilométrique. Ensuite, pour la partie où je décide de posséder le véhicule via ma société. Donc là, c'est un poil plus complexe parce que le fait de prendre un véhicule sur la société va créer une fiscalité. Donc, premièrement, on aura à payer une taxe sur les véhicules de société. Et là encore, c'est un peu comme pour le barème d'indemnité kilométrique. Plus le véhicule pollue, plus la TVS va être importante. Ensuite, sur la déduction de la dépense, on ne va pas pouvoir tout déduire. On va être limité. On a une limite d'amortissement. Et là encore, en fonction de, du paramètre lié au gramme de CO2 rejeté par kilomètre de votre véhicule. Donc, plus le véhicule pollue, moins vous allez pouvoir déduire, en gros. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat où on voit le barème de l'administration sur l'amortissement possible des véhicules. Donc, on le voit pour un véhicule électrique, par exemple, qui rejette pas de grammes de CO2, on peut aller jusqu'à 30 000 € à amortir. Pour un véhicule plus lambda, on est à 18 300 €. Et pour les véhicules vraiment polluants, on va pouvoir simplement amortir 9 900 €. Donc, tout n'est pas déductible. Voilà, il y a la limite d'amortissement. Il y aura une TVS à payer. Et dernier point, si le véhicule de société est votre seul véhicule sur le foyer fiscal, pour l'administration fiscale, forcément, le véhicule, vous allez l'utiliser aussi pour des déplacements personnels. Donc, on va devoir établir une quote-part d'utilisation personnelle de votre véhicule professionnel. Donc, mettons, voilà, 40% du temps, vous l'utilisez pour le perso. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va devoir prendre 40% de la valeur du véhicule et de tous les frais liés au véhicule et les intégrer en avantage en nature. On va être considéré que c'est une forme de rémunération pour vous. Donc, vous faire payer des charges sociales et de l'impôt sur le revenu sur l'utilisation perso du véhicule de société. Donc, on voit ici que voilà, le choix est un peu plus complexe parce que ça a des incidences fiscales nombreuses, potentiellement de l'avantage en nature à constater, également une taxe sur les véhicules de société à payer, si on n'est pas sur un véhicule utilitaire, ce qui est généralement le cas. Voilà, si vous êtes consultant indépendant, vous n'avez pas de véhicule utilitaire, de fourgonnette, vous êtes plutôt sur un véhicule classique 5 portes. Donc ça ouvre une taxe sur les véhicules de société. Et puis tout n'est pas amortissable, voilà, en fonction des grammes de CO2 rejetés par kilomètre. Donc, en règle générale, ça va être plus intéressant pour le dirigeant de passer par les indemnités kilométriques. Voilà, plus on va faire de kilomètres, plus les indemnités kilométriques seront intéressantes. Après, s'il y a un doute, nous, sur le cabinet, on propose, pour nos clients, on propose voilà, un audit de la situation spécifique et des simulations pour voir quelle solution serait la meilleure, achat via la société ou indemnité kilométrique.
Et sur la partie location par la société, c'est un peu la même chose, hein. Ça va ouvrir à une TVS, ça va aussi, hem, ouvrir potentiellement à de l'avantage en nature pour l'utilisation perso, et tout ne sera pas déductible dans le prix du loyer, hem, puisqu'il y a l'équivalent de la limite d'amortissement qui va s'appliquer sur les loyers. Donc en synthèse, les 3 choses à retenir: les dépenses de transport public sont déductibles. Attention, puisque la TVA ne sera pas récupérable. Deuxième point, en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, on passe des indemnités kilométriques. Donc là, il faut bien tenir à jour, un fichier avec, le trajet par trajet, le nombre de kilomètres parcourus. Et dernier point, la fiscalité est plutôt défavorable sur les véhicules, de société, hors véhicules utilitaires. Donc ce qui fait que très souvent dans l'arbitrage, on aura plutôt tendance à prendre l'option véhicule personnel avec indemnité kilométrique. Alors concernant maintenant les frais liés au siège social et les frais annexes qu'on peut, rattacher au siège social. Donc premièrement, lié au siège, on va pouvoir passer une quote-part de loyer pour l'utilisation professionnelle de votre domicile personnel. Donc ça, c'est la situation où vous avez domicilié votre société chez vous. La quote-part de loyer, on va devoir la calculer en fonction, alors 2 possibilités, soit si vous êtes locataire ou soit si vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire, on va prendre la surface utilisée comme bureau et on va utiliser cette quote-part sur le loyer que vous payez, sachant que la proportion ne peut pas excéder 30. Donc au maximum, on prendra 30 de votre loyer, et la société vous pourra vous rembourser directement l'équivalent des 30. Si vous êtes propriétaire, donc là, on va prendre le prix à la location du mètre carré qu'on va multiplier par la surface utilisée pour votre bureau. Sachant que, encore une fois, la surface utilisée pour le bureau ne peut pas excéder l'équivalent de 30 de la surface totale de votre domicile. Pour être complet sur la question du loyer, ça va ouvrir à une fiscalité. Si vous êtes locataire, ça sera du revenu micro-BNC, donc le système, d'abattement de 34 va s'appliquer dessus, mais ça rentrera dans l'impôt sur le revenu. Si vous êtes propriétaire, ça sera du revenu foncier. Alors ça sera du micro-foncier avec un abattement de 30 si vous n'avez pas d'autres revenus fonciers. Si vous en avez d'autres, voilà, vous allez, ajouter ces revenus-là à vos autres revenus fonciers. Et donc la question peut-être que vous vous posez, c'est: «Est-ce que ça reste intéressant pour moi de passer du loyer si ça me fait payer de l'impôt sur le revenu dessus?» Alors la réponse est très souvent oui, parce que le fait de passer une quote-part de loyer vous permet, d'une part de baisser votre résultat et donc de baisser l'impôt, mais aussi ça vous permet de récupérer, de l'argent sans passer par la case rémunération. Donc si on ne passe pas par la case rémunération, on s'évite le paiement des charges sociales. Donc quand on est en SASU, les charges sociales, c'est voilà, en moyenne 75. Quand on est en EURL, c'est plutôt aux alentours des 42. Mais donc voilà, on s'évite ces charges sociales-là à payer quand on se verse un loyer. C'est en ça que ça reste intéressant. Ensuite, tous les frais liés à l'utilisation, pro de son domicile perso, on va pouvoir passer, l'électricité, l'eau, donc là, pas en globalité, on va utiliser la quote-part d'utilisation, des 30. On va pouvoir également, passer l'internet, le téléphone fixe. Là, vu les montants, généralement, on passe, 100 des dépenses sans sujet. Même si, voilà, si on veut être, ultra carré, on passera 5/7, 5 jours sur 7 dans la semaine. On utilise l'internet et le téléphone fixe, pour le professionnel. Mais bon, encore une fois,
il y a pas de risque à passer l'intégralité de ces dépenses-là, vu les montants que ça représente. On n'a jamais eu de redressement sur 100 d'internet ou téléphone fixe passé sur la société. OK, pour cette question-là. Ensuite, pour, expliciter un peu plus, donc là, on a vu plutôt la situation où, vous avez domicilié votre entreprise chez vous, donc sur la partie chez le dirigeant, donc avec l'énergie, l'eau, l'internet et la quote-part de loyer. Si maintenant vous avez un local dédié avec un bail professionnel, là, vous avez un compteur dédié à ce local-là. Vous allez pouvoir passer, forcément les coûts de l'énergie, de l'eau, l'internet, une quote-part de taxe foncière payée sur le bail professionnel et l'assurance du local. Donc c'est vraiment 2 situations distinctes. Après, normalement, pour des activités de conseil, vous n'avez pas de local dédié, c'est une charge, en plus la location du local. Vous n'en avez pas forcément besoin, vous travaillez depuis chez vous ou chez le client, donc on est plutôt sur la partie, chez le dirigeant, voilà, moins de complexité et on a pu voir déjà les règles qui s'appliquent. Ensuite, sur les dépenses, liées, au domicile, on va pouvoir passer potentiellement du mobilier, bah, tout ce qui va correspondre à votre, espace de bureau, donc le chaise, le bureau en lui-même, l'armoire pour ranger vos justifs. Donc tout cela, pardon, sera déductible, et passera en charge parce que c'est lié à votre espace de bureau professionnel. Question qu'on nous pose souvent aussi, le streaming Netflix, par exemple, puisque en tant que dirigeant, vous avez besoin de souffler, de vous divertir, pour être plus productif le lendemain. Malheureusement, ce n'est pas une raison. Donc si vous faites du conseil, en organisation, du conseil IT, on ne peut pas réellement lier le streaming Netflix à votre activité. Donc ce ne sera pas déductible. Par contre, il y a d'autres cas de figure où ça pourrait l'être. Par exemple, je suis un créatif, je suis graphiste. En tant que graphiste, je peux, m'inspirer de codes ou d'éléments graphiques, de séries Netflix, par exemple. Donc là, on pourrait le justifier. Autre question qu'on nous pose souvent, la question de l'assurance, habitation. Et donc là, ce n'est pas possible, vu que le contrat est à votre nom, que c'est avant tout le domicile personnel du dirigeant. On ne va pas pouvoir passer l'assurance habitation sur la société. Alors, en synthèse sur cette problématique-là, premièrement, hem, ouais, il y a pas de question à se poser sur le loyer. C'est totalement légitime. Une société doit avoir un siège social. Ça peut être le domicile du dirigeant et dans ce cas de figure, il n'y a pas de scrupule à avoir que de passer un loyer. C'est totalement légal, ouais, il y a pas de question à se poser. Deuxième point, on rejoint un peu la question de la cohérence. En fait, la société ne doit pas être, défavorisée par le fait de passer la quote-part de loyer. Il ne faut pas que ça fasse, supporter à la société un montant trop important de charges. Il faut que ça reste cohérent par rapport au chiffre d'affaires et aux moyens de votre structure. Troisième point, les dépenses pro ne doivent pas servir à couvrir le train de vie perso. Donc là encore, c'est un peu de la redite, on revient sur les conditions de fond, mais sur les questions liées au siège, voilà, ça peut être facilement un tort, si par exemple on choisit un mobilier ultra luxueux, pour son espace de bureau. Voilà, là, la société n'a pas forcément intérêt à avoir un espace personnel de bureau,
qui coûtent aussi cher. Donc, voilà, il y a une question de cohérence qui sera jugée par le contrôleur. Ensuite, concernant les cadeaux clients ou cadeaux partenaires. Donc, il est possible de faire des cadeaux, là, pas de souci. Si on fait un cadeau, c'est qu'on attend une contrepartie. Donc c'est soit parce que c'est un client ou soit un potentiel client. Donc, c'est une sorte d'investissement en fait, auprès du partenaire en question. Il n'y a pas de limite donnée par l'administration, en termes de déduction de la dépense. Donc c'est un peu comme les repas, qu'on a vus précédemment. Mais encore une fois, voilà, garder une cohérence et pas que le prix du cadeau soit disproportionné par rapport à l'importance du client dans votre portefeuille client. Et dernier point, sur la forme, un peu comme pour les repas avec les clients, ou les partenaires, voilà, il faut indiquer le nom de l'invité sur le justificatif. Donc 3 points à retenir. Premier point, c'est pas un don, ouais, on attend une contrepartie quand on fait un cadeau. La contrepartie doit normalement excéder le coût du cadeau, pour garantir la cohérence. Et troisième point, si on rentre dans le détail, là, on a parlé surtout de la problématique de la déduction de la dépense, mais pas forcément de la TVA. Et sur les cadeaux clients, la TVA sera récupérable, sous une certaine limite, alors qui est de 70 € par cadeau et par client. Au-delà, on ne pourra pas récupérer la TVA. Alors, question de Christophe, si je veux payer un petit déjeuner chez mon client, est-ce que cela est considéré comme un cadeau au client? Oui, ou plutôt comme une forme de repas, mais bon, c'est à peu près les mêmes règles, donc il y aura pas de limite, il faut rester dans la cohérence, et la TVA sera récupérable. Alors, autre question de Christophe, quand le bureau est situé au domicile, il est parfois demandé, de gérer une quote-part alors que vous dites que cela peut être géré à 100. Alors, pas sur tout type de dépenses, les 100 Christophe, hein. Pour tout un tas de dépenses, on va utiliser la quote-part qui ne peut pas excéder les 30. Donc par exemple pour l'énergie, l'eau, là on ne peut pas excéder 30. Pour la quote-part de loyer, pareil, on ne peut pas excéder 30. Là où, j'expliquais qu'on pouvait aller à 100, c'est sur les frais, d'internet et de téléphone fixe. En fait, vu les montants que ça représente, il y a pas de risque à passer 100. Mais bon, si on veut être vraiment, ultra carré, ultra dans les règles, on peut passer, 5/7. Voilà, 5 jours sur 7 dans la semaine, on va, on va utiliser l'internet pour le professionnel. Alors, dernier point, bientôt fini, la question des CESU préfinancés. Donc les CESU, les chèques emploi, service universel, en fait, c'est ce qui vous permet de payer tout ce qui est aide à la personne. Donc ça peut être la femme de ménage, une nounou, et ça peut être aussi maintenant, ils ont élargi le spectre du CESU, pour payer un coach de sport, par exemple. Donc si on prend des CESU préfinancés sur sa société, on peut les déduire jusqu'à 2 540 € par année civile et par bénéficiaire. Donc si vous êtes, seul sur votre entreprise, vous êtes, chef d'entreprise mais sans salarié, 2 540 €. Par contre, si vous avez des salariés avec vous, si vous les prenez pour vous, les CESU préfinancés, il faut aussi les prendre pour les salariés. Ça ne peut pas seulement être que pour le dirigeant. Si le dirigeant est seul et il n'a pas de salarié, il n'a pas de souci. Mais par contre, s'il a des salariés,
il doit également, sur la base du même montant, les prendre en charge pour les salariés. Alors, je vois que quelqu'un passe mes slides. Donc voilà sur le fonctionnement du CESU, et ne doit pas excéder les 2 540 € par année civile. Donc très concrètement, c'est la société qui va acheter le CESU, auprès d'un organisme agréé et derrière, les remet à son dirigeant et le dirigeant va pouvoir les utiliser à sa guise. Voilà, le CESU ne doit pas être utilisé forcément dans l'intérêt de la société. Le dirigeant peut payer vraiment ce qu'il veut avec. Donc en synthèse, attention au montant maximum, c'est un montant par année civile. Il faut que les CESU soient préfinancés, ça ne peut pas être juste via le portail CESU classique, il faut que ça soit sous forme de chèque préfinancé. Et attention, voilà, si on le déduit sur la société via l'achat de CESU préfinancés, ça ne donne pas de crédit d'impôt à titre personnel. Donc voilà, on arrive au bout de la présentation. Alors rapidement, je vais vous présenter le cabinet d'expertise comptable Number pour lequel je travaille et on pourra revenir sur les dernières questions, même si je pense avoir réussi à répondre à peu près à toutes les questions au fur et à mesure de la presse. Donc, je le disais en intro, Number, on est un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des consultants indépendants et notamment les consultants qui se lancent, qui ont besoin d'accompagnement pour la création de leur société. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà créés, donc je vais passer rapidement sur cette partie, mais en gros, on a un modèle d'accompagnement qui prend tout en charge. On vous conseille sur le choix du statut et ensuite, on va réaliser toutes les formalités administratives jusqu'au CABIS, jusqu'à l'immatriculation. Et une fois la société immatriculée, là, avec notre casquette d'expert comptable, on va intervenir pour faire les différentes déclarations obligatoires. Ça va de la saisie des comptes au TVA, au bilan de fin d'année. Et ça, on le fait avec un modèle d'accompagnement qui est sans engagement et qui est hybride. Hybride dans le sens où vous avez accès à des applications de gestion, les applications de Time. Donc, j'en ai parlé un peu sur la présentation. Donc, il y a deux applications. Il y a une application qui vous permet de gérer vos factures. Vous pouvez faire des devis, transformer les devis en factures et avoir un suivi client par client de qui a payé ou non et qui est relancé directement depuis l'application. Sur l'autre application, vous allez pouvoir synchroniser votre compte bancaire professionnel, prendre en photo vos justificatifs pour leur donner une valeur probante, utiliser le module d'indemnité kilométrique. Par exemple, utiliser la partie de notes de frais pour suivre ce que vous avez dépensé dans le cadre de votre activité et vous le faire rembourser dans la foulée. Et dernier point, Time, c'est également un compte professionnel. Donc, ça vous permet d'avoir un outil tout en un, les applications de gestion et le compte pro. Donc, en parallèle de la partie des maths via Time, vous avez un conseiller Number dédié, disponible par mail, par téléphone, par visio ou en présentiel dans nos différents bureaux. Sur l'Île-de-France, on a 3 sites. On est présent à Paris, rue Aubert. On est présent à La Défense, Tour W, là où se fera le prochain after work en novembre. Et puis, on est également présent à Saint-Denis, Tour Pleyel. Donc on a un vrai accompagnement de proximité. Voilà, on est proche de vous, on a des bureaux, un peu partout en Île-de-France. Et sur la partie conseil, on va aborder, voilà, les différents conseils liés à la gestion d'entreprise, donc les frais, la rémunération, les dividendes pour le dirigeant, mais aussi, on va pouvoir aborder des sujets un peu plus complexes. Par exemple, on est souvent sollicité par nos clients, pour le montage d'holding d'investir dans de l'immobilier via des SCI. Et donc il y a des montages spécifiques pour jouer sur ce qu'on appelle un régime MERFIR, pour remonter les dividendes, sur la holding sans payer trop d'impôts et réinvestir depuis la holding l'argent sur la SCI pour faire l'acquisition de biens immobiliers.
Ça peut être aussi des questions liées à la protection sociale du dirigeant, ou à des produits financiers pour investir sa trésorerie. Donc voilà, on pousse le sujet du conseil assez loin et sur des problématiques, qui ne sont pas juste des problématiques de gestion d'entreprise. Donc voilà pour Number. Si, vous avez des questions, si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour avoir un devis personnalisé, vous pouvez prendre, contact avec moi directement. Je vais vous passer mon adresse mail dans le chat. Donc vous avez l'adresse mail dans le chat et vous pouvez, voilà, m'envoyer directement votre demande et je reviendrai vers vous, pour organiser un rendez-vous afin de vous faire un devis, sur nos services. Voilà. Alors sur les questions-réponses, alors j'en vois quelques-unes, donc j'en J'aime bien. profite. Il y a une question de Kamel dans le chat. Le dirigeant doit-il être salarié pour avoir des CESU préfinancés? La réponse est non. On peut être en EURL, donc sans fiche de paye, et se faire payer par sa boîte, les CESU préfinancés. Ou si je suis en SASU et que j'ai pas de fiche de paye, je peux malgré tout, me faire payer des CESU préfinancés. Laurent, il me semble qu'il y avait aussi d'autres questions. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps, OK. que ce soit de Christophe, de Anne-Delia également, de Julien. Je te laisse les reprendre peut-être, Ouais, très bien. Alors question de Christophe. Vers quel organisme dois-je aller pour avoir ces CESU préfinancés? Comment ces CESU se traduisent-ils au niveau de ma compta? Donc au niveau de la compta, les CESU, ils passent directement en charge. C'est une charge qu'on va déduire du chiffre d'affaires. Donc c'est aussi simple que ça. Et ensuite sur vers qui, me tourner. Alors il y a des organismes agréés, comme ça j'en ai un en tête, c'est Edenred. Donc c'est le même organisme qui gère aussi les tickets resto, ils font les CESU préfinancés, mais il en existe d'autres. Donc vous pouvez peut-être faire un petit benchmark des solutions existantes sur les CESU. Hop, je crois que j'avais prévu un petit lien. Voilà, je vous passe un lien dans le chat où justement, il vous donne une liste un peu plus complète. Parfait. Le lien est partagé. Ensuite, autre question d'Andelia. Une idée de la fourchette tarif pour une gestion comptable annuelle standard? Donc après, c'est le but de l'entretien. Voilà, si vous souhaitez avoir un devis un peu plus personnalisé, mais en gros, on a une première offre qui est à 1 700 € par an, à peu près. 99 € par mois, plus 499 pour la partie clôture annuelle. Donc quand on additionne les deux, on a un peu moins de 1 700. Ensuite, question de Asuncion. Les frais de formation sont-ils déductibles? TVA récupérable l'année dernière, ils ouvraient droit à un crédit d'impôt. Est-ce d'actualité pour l'exercice 2025? Oui, oui, non, pour les frais de formation, pas de changement par rapport à l'année dernière. Donc forcément, les formations doivent être liées à l'activité, donc il faut pouvoir le justifier, mais ce sera déductible. Question de Julien. Globalement, pour une activité de conseil, quel pourcentage du chiffre d'affaires est raisonnablement déductible? 5 10 Alors l'administration fiscale n'applique pas de pourcentage comme ça pour voir la cohérence. L'idée, encore une fois, c'est de se rattacher aux 3 critères que j'ai pu vous donner en intro. Donc gardez bien tous les justificatifs. Bien faire en sorte que, la dépense soit justifiable et soit engagée dans l'intérêt de la société. Et après, en termes de montant de la dépense,
Là aussi, c'est une cohérence globale. Si du fait de votre activité, vous devez avoir un poste restaurant à 15% parce que vous faites énormément de prospection commerciale, ça peut s'entendre. Si par contre, l'activité fait qu'il y a moins besoin de faire de prospection, peut-être qu'être aux alentours de 5% de frais de bouche, ça suffit. Mais voilà, il y a pas je ne peux pas vous donner un critère comme ça précis, parce que c'est pas comme ça que l'administration, raisonne. Ensuite, y a-t-il d'autres questions? Oui, Il y question avait une d'Andélia. Pour le calcul de la Andrea, quote-part de loyer en tant que propriétaire, est-ce que je me base sur une location privée équivalente aux alentours ou sur l'équivalent d'une location pro dans un espace de coworking, par exemple? Alors non, nous, on se base sur, une location, privée, et on prend, le prix à la location du mètre carré, qu'on multiplie par la surface pro. Mais donc non, on ne prend pas l'équivalent d'un espace de coworking ou d'une location de salle, professionnelle. Question d'Anne-Laure, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette question. Qu'est-ce qu'il en est des frais de représentation, au sens large, donc costume, tailleur? Donc là, ce ne sera pas déductible. C'est également le cas peut-être pour le coiffeur ou autre, ce n'est pas justifiable, auprès de l'administration fiscale. Après, pour d'autres métiers que du consulting, ça peut l'être. Voilà, si j'ai un métier, d'image, si je travaille dans les médias, là, le maquilleur, le coiffeur, sera pris en charge par la société parce que je suis dans un métier, d'image. Mais pour du conseil, pour du consulting, ce n'est pas le cas. Donc la garde-robe, le coiffeur, ce ne sera pas déductible. OK, je pense après avoir fait le tour des autres questions. Il y avait Pascal qui posait une question sur, le fait d'avoir un véhicule électrique pro que l'on branche chez soi. Je pense au niveau des frais d'électricité. Oui, oui, bonne question sur, le véhicule, pro électrique qu'on branche à la maison. Hem, En fait, sur les véhicules et sur toutes les dépenses afférentes aux véhicules, on applique, la fameuse quote-part d'utilisation, pro perso, du véhicule en question. Donc, sur les frais d'électricité, on appliquera cette même quote-part. Hem Donc voilà, et pour ça, il faut dissocier l'électricité de la recharge, du véhicule versus le reste de la maison pour essayer d'être le plus précis possible et appliquer la quote-part liée, à la recharge du véhicule. Donc par exemple, j'utilise, à 30 mon véhicule pro pour des déplacements perso, ben, on appliquera les 30 sur les frais d'électricité, liés au véhicule, électrique pro, et on le déclarera en avantage en nature, donc ce que je disais tout à l'heure. Donc ça sera déclaré sur fiche de paye avec paiement de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Donc voilà Pascal pour la réponse à votre question. Je suis en train de regarder, je pense qu'on a fait quasiment le tour. Il y avait peut-être une précision auprès de François qui nous dit: «Je ne suis pas sûr d'avoir compris le principe des frais repas. Si je déjeune à plus de 15 minutes de chez moi, suis-je limité ou non?» Alors si vous déjeunez à plus de 15 minutes de chez vous, vous pouvez faire prendre en charge le repas du midi par votre société, mais on a une limite qui nous est donnée par l'Urssaf. Donc c'est les fameux, 15,47 € là, quand on fait le différentiel entre le plafond maximum 21,40 € et les 5 € et quelques de valeur forfaitaire qu'on ne peut pas déduire de votre société. Donc en gros, le différentiel fait 15 € et des poussières. Donc on va pouvoir déduire le repas dans cette limite-là. Par contre, si vous êtes à moins de 15 minutes de chez vous, là, pour l'Urssaf,
vous avez la possibilité de rentrer chez vous pour manger. Donc ce n'est pas justifiable, de faire, prendre en charge le coût du repas par votre structure. Je pense que c'est clair. Si je ne m'abuse, je pense qu'on a vu passer toutes les questions. Il y a une toute dernière question de David Ah là, oui. qui vient d'arriver. Peut-être la dernière pour ce webinaire. Oui, question de David sur les chèques vacances déductibles. Alors, j'en ai pas parlé, mais pour déduire des chèques vacances, il faut avoir un minimum un salarié. Alors, sur les saisies, ce n'est pas le cas. On n'est pas obligé d'avoir des salariés pour pouvoir se faire rembourser ou se faire payer des CESU préfinancés. Et pour les chèques vacances, il faut avoir au minimum un salarié. Et on est aux alentours, il me semble, des 500 € de chèques vacances déductibles. Et encore une fois, si vous les prenez pour vous, il faut également les payer pour l'ensemble de vos salariés.